Crise, racisme et xénophobie. Les agents du département commercial de La Gazette étaient dans tous leurs états. Ils ne pouvaient digérer que la directrice générale eût, en un tournement, mis une croix sur cette page de publicité représentant un pactole perdu d'1,5 million de nouveaux francs. Les commentaires fusaient de toutes parts, vociférés par des gens selon qui un journal en délicate phase de restructuration et de mutation ne pouvait se permettre un tel manque à gagner. C'est la faute au négro, à ce grand macaque recruté à la correction l'année dernière. Depuis un certain temps, il joue au coq de basse-cour autour de Coralie. C'est lui qui lui a fait refuser la pub Outspan, parce que cela contribuerait au salut de la population sud-africaine et à la libération de Mandela. Mon œil, fulminait Richard Ménard, le chef du département. Banana, Mandana. Mais qui est donc ce type qui va nous faire perdre une si grosse fortune? Interrogea de sa voix fluette et haut perché, Juliette, la petite délurée de la facturation. Oh, juste un terroriste noir qui croupit dans un bagne, sur Robben Island, une île sud-africaine au large du Cap. Je lui souhaite d'y crever d'une indigestion d'orange pourrie ou plutôt de ces cailloux qu'il est condamné à casser à longueur de journée, répondit Ménard. Il rageait de colère parce que la décision impromptue de Coralie le privait de la substantielle commission qui aurait dû lui revenir, car c'est lui qui avait vendu l'espace pour la publicité rejetée. Mais encore, il était frustré de ne plus être l'œil, l'oreille et le confident de la patronne, de se voir ravir une place enviée auprès d'elle par un étranger, de surcroît africain et noir. Richard Ménard était un néo-fasciste qui s'en cachait. Raciste et xénophobe, il ne partageait son secret qu'avec une seule personne, dans cette maison où tout le monde s'affichait ostensiblement à gauche. Il s'agissait d'Alain Jouot de la correction. Lui était d'extrême droite, sans doute par atavisme. Il avait été atteint par le virus du racisme auprès de son oncle paternel, un ancien officier supérieur parmi les membres de l'organisation de l'armée secrète. L'OAS était une formation politico-militaire clandestine qui s'était opposée, par la propagande, les coups de force et les attentats, à l'aboutissement du processus de décolonisation de l'Algérie enclenché par le général de Gaulle, en fin 1959. Mais vainement. Depuis le démantèlement de l'OAS, l'indépendance de l'Algérie suite aux accords d'Évian du 18 mars 1962 et son rapatriement en France avec son oncle, Jouot en voulait à tout ce qui était basané ou noir. Richard Ménard et Alain Jouot étaient tous deux militants du Front national de Jean-Marie Le Pen. Ils s'accordèrent très rapidement pour conspirer au sabordage des relations entre Coralie et Mademba et à l'éjection du jeune Sénégalais de La Gazette. Ils firent insidieusement courir le bruit qu'il faisait partie d'une bande d'Africains trafiquants de drogue officiant dans les sombres ruelles de Belleville. Ils l'avaient fait filer par un de leurs acolytes qui l'avait suivi 2 samedis après-midi de suite jusqu'à la rue du Sénégal. Le gars rapporta à ses commanditaires qu'il l'avait vu entrer dans un sinistre appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble désaffecté. Qu'il l'avait entendu discuter, avec des Africains patibulaires dans un sabir incompréhensible, et échanger, avec certains d'entre eux, des paquets louches et de l'argent. Toujours selon ce qu'il raconta, ils avaient bu, fumé, baragouiné et ri aux éclats, jusque tard le soir. Le mouchard ramena même le mégot d'un joint que l'un d'entre eux avait précipitamment écrasé sur le trottoir, en raccompagnant le visiteur, comme à chaque fois, jusqu'à l'entrée de la station de métro Couronne, sur le boulevard Belleville. Pour lui, cet élément était à ajouter aux preuves qui confondraient ceux qu'il était chargé d'espionner. Jouot et Ménard adressèrent une lettre anonyme de dénonciation au commissariat de police de Charonne, rue Saint-Blaise. Aussi étrange que cela pouvait être, il l'avait rédigé à la main, sur un papier à l'entête de La Gazette. C'était peut-être pour marquer le sérieux de l'affaire. Les flics furent prompts à investir la rue du Sénégal, mettant littéralement à sac le logis des jeunes Sénégalais. Mais leurs fouilles, faites en l'absence des locataires de l'appartement, ne donnèrent aucunement les résultats escomptés. Ils ne trouvèrent sur les lieux que ce qu'il y avait de plus ordinaire dans tout appartement occupé par un groupe d'étudiants, des matelas à même le parquet, des valises remplies d'habits faute d'armoire,
beaucoup de livres et des classeurs de notes de cours. Les paquets douteux qui leur avaient été signalés n'étaient en fait que des rames de papier que Mademba se plaisait à payer à ses amis, en plus de leur donner, de temps à autre, de l'argent pour l'achat de tickets de restaurant et de titres de transport urbain. Mademba était prodigue envers ses amis sur qui il avait l'avantage d'être salarié et relativement bien payé. Cette générosité lui était naturelle, car il avait été élevé dans cette valeur et d'autres tout aussi humainement constructives et gratifiantes, depuis sa tendre enfance. Mais encore, son sens de l'amitié, de la fraternité et de l'altruisme s'était raffermi, après sa traversée éthylique du désert, et le succès des incommensurables efforts déployés par ses anciens camarades du Prytanée, les lieutenants Bekaingom et Doudoundoy, pour le sortir du ruisseau et le remettre en selle afin qu'il poursuivît ses études. Il mesurait la difficulté de pouvoir le faire en France, sans bourse et en étant ostracisé sur le marché du travail, à Paris comme partout ailleurs dans l'Hexagone. Durant les opulentes Trente Glorieuses, le nègre et le bico étaient accueillis à bras ouverts en France, mais pour les boulots dont les autochtones ne voulaient point. Dans le contexte nouveau de crise qui étouffait l'Hexagone, ils n'y étaient plus les bienvenus. Bras armés de la xénophobie ambiante, la police était comme dressée pour brimer, terroriser et casser du maghrébin et du subsaharien. Dans le métro, sur les grands boulevards et les places publiques, ces contrôles se faisaient systématiquement au faciès, et de la manière la plus humiliante qui pouvait être. Les clandestins avaient partout la peur au ventre, faute de carte de séjour. Ce sésame, pareil au passe que les Sud-Africains noirs étaient tenus de porter sur eux en permanence, était obligatoire pour faire le moindre pas dehors. Sans travail pas de carte de séjour, sans carte de séjour pas de travail, sinon périlleusement au noir. Un piège infernal. Jetés en pâture à une police sur les dents, les jeunes Sénégalais allaient en baver. Leurs papiers d'étudiants étaient en règle et rien de compromettant n'avait été trouvé chez eux. Ils n'en furent pas moins convoqués au commissariat et rudoyés, séparément, pendant de longues heures. Mais personne ne put leur faire avouer un crime qu'ils étaient loin d'avoir commis, parce qu'il n'existait que dans l'esprit diabolique de ceux-là qui n'avaient que haine pour Mademba et ses semblables. En ces pénibles moments, il mesurait combien était véridique cet adage disant que « on ne sait pas ce qu'est l'injustice tant que l'on n'a pas été accusé à tort ». Et surtout très loin de chez soi, dans l'incertitude et l'ingratitude de l'ailleurs. Faute d'aveux et de preuves tangibles, les jeunes gens furent relâchés, mais avec ordre de rester à la disposition du commissariat pour les suites à donner à l'affaire. Mademba avait remarqué que la lettre de dénonciation qu'un des policiers enquêteurs avait brandie sous son nez, portait le logotype de « La Gazette », reconnaissable à 1000 lieues à la ronde. Dès son retour au journal, il relata toute l'affaire à Coralie, en insistant sur le détail qui l'avait frappé. La patronne de « La Gazette » actionna rapidement le levier d'un dense réseau d'informateurs qui avait ses antennes et relais partout, jusqu'au ministère de l'Intérieur, place Beauvau et même au palais de l'Élysée. On lui téléfaxa, dans les heures qui suivirent, une copie de la fameuse lettre de dénonciation. Elle décela instamment l'écriture rugueuse de Richard Ménard, sur la feuille de papier. Elle fit remonter ce constat vers ses sources policières, en les orientant sur la piste de la vengeance raciste, sur la base des derniers développements intervenus au journal. Plus tard, Coralie fit convoquer dans son bureau tous les chefs de département et de service du journal. Quand tout le monde fut réuni, elle sortit un procès-verbal de police d'une chemise grise qui, en outre, contenait une copie de la lettre incriminée. À sa vue, Ménard devint tout rouge et commença à suer à grosses gouttes, malgré la fraîcheur qui régnait dans le bureau. Elle attaqua de but en blanc. « Messieurs, dames, l'heure est grave. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. 2 d'entre vous ont sournoisement fauté en jouant au corbeau avec un document de l'entreprise, un papier à l'entête de « La Gazette ». Il s'agit de Ménard et de Jouot, ici présents. Après des investigations très poussées, la police a découvert que le trafic de drogue dont ils ont accusé Mademba Diop et certains de ses amis sénégalais, par lettre anonyme, était de nul fondement. Elle a eu la preuve, par analyse graphologique notamment,
que c'est Ménard qui est à la base de ces accusations calomnieuses, à travers la copie de cette lettre que voilà. Elle a également pu établir que Jouot est son complice. Je vous ai convoqué juste pour vous en informer et vous signifier que je vais en tirer toutes les conséquences qui sied. Vous pouvez retourner à vos postes, le journal n'attend pas. Le couperet ne tarda pas à tomber. Richard Ménard et Alain Jouot furent licenciés, pour faute lourde. Les compétences pour leur remplacement ne manquaient point. Il n'y avait qu'à faire les choix les meilleurs parmi les nombreuses demandes en banque au département des ressources humaines.